Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Regard Croisé. Je suis Hubert Chenu et je suis accompagné d'Adrien Capraille. Et aujourd'hui, nous allons parler de cybersécurité et d'assurance. Bonjour à tous, bonjour Hubert. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Eleonora Soribes, associée du cabinet d'avocats HMN. Également avec Luc Vignancourt, responsable Cyber Europe chez l'assureur Beazley. Et Pierre-Henri Lauré, qui est cyber leader chez E.ON, courtier en France. Donc nous allons aborder le premier sujet sur les tendances cyber. Il y a le rapport Lucie qui est sorti récemment avec des conclusions qui nous disent en gros que le marché cyber, ça y est en territoire positif, qu'on a une augmentation des capacités. On a également quelques petites mentions sur les risques liés à l'intelligence artificielle et les conditions de souscription. Et je vais passer la parole à Hubert, peut-être. Donc pour démarrer cette table ronde, je voudrais laisser la parole d'abord au courtier E.ON pour faire un point sur la situation du marché au premier semestre 2023. Qu'est-ce que vous avez constaté? Quelles sont les grandes tendances? Alors sur les grandes tendances, c'est vrai qu'on est assez en phase avec ce qu'a énoncé le rapport Lucie très récemment. On voit quand même, on peut diviser le marché en quatre gros piliers. Vous avez d'abord les prix qui ont été assez challengés par une forte baisse au premier semestre sur les marchés américains et londoniens. Sur le marché français, on constate plutôt une stabilisation, quelques baisses, mais c'est moins drastique que ce que connaissent d'autres marchés anglo-saxons. Sur les capacités, on a une augmentation des capacités sur le marché français avec justement impacté par ces baisses sur le marché américain et anglais. On a des assureurs qui cherchent aujourd'hui à s'installer sur le marché français et continental, européen, continental de manière plus large. Voilà sur les capacités. Sur la sinistralité, on avait constaté sur toute la deuxième semestre 2022 une baisse globale de la sinistralité. Ça se constate dans le rapport Lucie également. Au niveau européen, nous, à la région, chez E.ON, on constate quand même une petite tendance, un petit frémissement sur une augmentation des sinistres sur le premier semestre 2023, mais rien de... pas ce qu'on a connu en 2020-2021 avec les gros ransomware. Et après, sur les tendances de wording, on a des wordings qui sont assez flat en termes de garantie. On n'a pas de grosses nouveautés. Après, on a des clarifications, on va dire ça comme ça, ou en tout cas, je souris en regardant Beazley, mais puisque aujourd'hui on a le marché des Lloyds qui a sorti toutes ces exclusions sur le risque de guerre. C'est pas encore tout à fait traduit sur le marché français, mais si on a des assureurs qui ont été un peu plus précurseurs. Il y en a eu un gros américain qui, il y a quelques années, avait cherché à cantonner le risque systémique, et puis aujourd'hui ça commence à se traduire sur le marché français, même si les gros acteurs l'ont pas encore tout à fait traduit dans leur police, mais ça commence à arriver. Et Luc, qu'est-ce que vous avez pu constater vous chez Beazley? Bon, on a effectivement, les années difficiles sont passées, mais surtout effectivement sur les grands comptes, les ETI, où on avait un marché qui était très déséquilibré, où il y avait plus de sinistres payés que de primes encaissées. Le rééquilibrage du marché a été fait sur l'année 2021 et 2022, donc maintenant effectivement c'est un marché qui est plus équilibré, mais qui reste sensible. Si on reprend par exemple justement, Pierre-Henri citait l'étude Lucie. Si on prend aujourd'hui le marché qui fait 320 millions de primes à peu près en Europe, en France, pardon, si vous regardez le plus gros programme cyber placé sur le marché français, il doit dépasser les 300 millions. Ce qui veut dire qu'on a une situation qui s'est améliorée, mais qui reste encore fragile. Si jamais il y avait un gros pet, on pourrait brûler tout le marché d'un coup. Après, sur les entreprises plus petites et moyennes, on a toujours des problèmes d'équilibre, mais qui sont liés effectivement à une diffusion beaucoup plus restreinte de l'assurance cyber, avec peu d'entreprises assurées. Donc ce qui oblige les assureurs à continuer à être assez sélectifs pour pouvoir maintenir ce marché à peu près à l'équilibre. C'est ce que soulève Lucie, c'est ce qu'il faut encore continuer à faire la mutualisation et sur ces TPE, PME, il y a encore
un vaste champ de découverte, un nouveau monde à explorer. Est-ce que ces tendances, c'est aussi quelque chose qui est constaté au niveau de l'activité du cabinet Oui, alors on accompagne, nous, HMN, les assureurs sur les sinistres, que ce soit en gestion ou sur des problématiques de garantie. Et même s'il y a effectivement une baisse de la sinistralité, il y a quand même un maintien de la menace ransomware qui est indéniable. Et avec des nécessités donc de légiférer autour de ça. Il y a eu donc des débats, alors sans dévoiler notre premier sujet, mais des débats au niveau de l'ANSSI et au niveau du Parlement, et avec cette prise de position contre l'indemnisation des rançons. Donc c'est quelque chose qui, en 2023, cette nouvelle réglementation qui est arrivée, la loi LOPMI dont on va parler, mais donc toujours la menace ransomware et aussi une augmentation de tout ce qui est intrusion informatique pour réaliser des faux virements. Donc ça c'est vraiment, on va dire, c'est aux confins entre la fraude et le cyber, mais vraiment l'augmentation de ces virements frauduleux, c'est quelque chose qu'on constate aussi dans les sinistres qu'on a pu regarder. Alors, parce que des fois, il y a des virements, des fraudes sans qu'il y ait atteinte, c'est ça, au système. Voilà, l'ingénierie sociale, où ça peut se faire en regardant l'écran de quelqu'un dans un train et on capte des informations. D'où l'idée d'avoir un bon filtre ou de bien fermer son ordinateur. Mais effectivement, l'ingénierie sociale, c'est pas forcément à travers une intrusion informatique. Mais ça peut avoir des gros dégâts. Ok, la loi LOPMI a été évoquée, justement, ça va être notre deuxième sujet. J'ai lu un article sur lequel tu avais contribué, qui est paru il y a quelque temps, dans une revue spécialisée. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette loi? Quelle est sa genèse? Quel est son but? Quelle est la finalité? Quelle était la finalité et ce à quoi on est arrivé? Oui, alors effectivement, tout à l'heure, je parlais des rançons et l'idée au départ, c'était de légiférer sur le paiement et l'indemnisation des rançons par les assureurs, et puis on est arrivé un peu plus loin. Donc j'évoquais le fait que l'ANSSI avait pris position contre le paiement des rançons et leur indemnisation par les assureurs. Ensuite, des rapports parlementaires lui ont emboîté le pas pour, de la même manière, dénoncer ce phénomène et le fait que si les assureurs indemnisaient des rançons, c'était quelque part encourager la cybercriminalité. Il y a ensuite des groupes de travail qui se sont formés dans le courant de l'année 2021 pour aboutir à 2 rapports. Le Haut Comité juridique de la place de Paris, d'abord, a émis un rapport en janvier 2022 auquel nous avons contribué, et ce rapport était plutôt à l'inverse et souhaitait que le paiement et l'indemnisation des rançons soient plutôt encadrés, plutôt qu'on arrive à une interdiction. Et de la même manière, le rapport du Trésor en septembre 2022 est arrivé à la même conclusion. Donc il y avait ce besoin de clarifier, alors au-delà même du paiement des rançons, de clarifier l'assurance cyber en général. C'est comme ça que les débats sur la loi LOPMI ont été entrepris et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, tout dépend de la position qu'on tient, mais cette idée de rançon a disparu des débats et aujourd'hui, on parle d'indemniser des pertes et dommages. Donc, juste pour rappeler, la loi LOPMI, ça a donné lieu à un article L1210.1 du Code des assurances qui prévoit que si l'on veut recevoir une indemnisation en vertu d'un contrat d'assurance, on doit déposer plainte à la suite d'une atteinte à un système de traitement automatisé de données dans les 72 heures de la connaissance de l'attaque. Donc, on ne parle plus de rançon, d'attaque par rançongiciel, on parle d'atteinte à un système de traitement automatisé de données et on parle d'indemniser des pertes et dommages. Donc, on peut revenir ensuite sur ce qui est indemnisable, par quel contrat d'assurance, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, pour toute indemnisation de tout contrat d'assurance à la suite de toute attaque informatique, il faut porter plainte dans les 72 heures de la prise de connaissance de cette attaque. Et on ne parle plus exclusivement de rançon. Alors, on comprend de ce texte qu'il est large et qu'il inclut le paiement des rançons, mais ce n'est pas écrit noir sur blanc. Et concrètement, qu'est-ce que ce texte va changer pour vous au quotidien dans la gestion quotidienne des sinistres, dès lors qu'il y a une notification de sinistre, donc c'est
lorsqu'un assuré, là je parle du milieu des assurances, mais lorsqu'une société victime et assurée se rend compte qu'elle est victime d'une atteinte à son système informatique, une des premières choses à faire dans le cadre de sa gestion de sinistre, c'est aller déposer plainte. Donc c'est soit se déplacer au commissariat de police ou à la gendarmerie, soit envoyer une lettre au procureur de la République, puisqu'il n'est pas encore possible de déposer une plainte en ligne pour l'instant. Voilà, donc c'est une des premières mesures à prendre en même temps qu'on fait son analyse forensique, c'est de procéder à cette plainte, puisque on s'expose autrement à un défaut d'indemnisation sur ces conséquences, ces pertes et dommages liés à cette atteinte. Alors ça, la plainte, c'est déjà un réflexe que la plupart des assurés ont. Oui, c'est vrai. Alors jusqu'à maintenant, c'était enfermé dans aucun délai. Donc là, le délai de 72 heures, il est impératif. C'est vrai que dans la plupart des cas de gestion de sinistre aujourd'hui, on avait des plaintes, ne serait-ce que dans la démarche de notification à la CNIL, c'était important aussi de montrer à la CNIL qu'on met tout en œuvre pour régler le problème informatique du point de vue juridique. Donc de la même manière qu'on fait sa notification à la CNIL s'il y a une atteinte aux données, on montre aussi à la CNIL qu'on a déclaré le sinistre à son assureur, qu'on a déposé une plainte, etc. Au-delà de ce qui était obligatoire aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui, c'était d'informer les personnes concernées, etc. Mais c'est vrai que ça faisait déjà partie du set, on va dire, de mesures habituelles prises à la suite d'atteintes pour les assurés avertis, parce que on a aussi des gens qui sont moins coutumiers des attaques cyber et qui ont besoin de cet accompagnement et pour qui la plainte n'était pas forcément un réflexe. Est-ce que l'entrée en vigueur de la loi LOPMI a un impact dans la rédaction des polices ou dans le conseil qu'un courtier peut donner à ses assurés? Courtier. Allez. Nous, en tant que courtier, c'est vrai que ça augmente nos obligations, notre devoir de conseil, parce que même si dans le cadre de l'accompagnement qu'on fait dans la gestion des sinistres pour nos clients, aujourd'hui, effectivement, il faudra qu'on leur rappelle cette obligation de dépôt de plainte dans les 72 heures. Et puis, ça nécessite une certaine gymnastique sur la gestion de certains programmes avec d'assurances qui peuvent être avec des territorialités monde entier ou comment on va gérer un sinistre pour une police qui va être régie par le droit français avec une filiale qui serait située en dehors de France. Donc il va falloir on fait déjà ce travail, mais ça nécessite une certaine gymnastique, trouver l'autorité adéquate, équivalente à la gendarmerie ou au procureur de la République dans une autre juridiction, c'est pas nécessairement toujours aisé. Et puis le dépôt de plainte n'existe pas forcément toujours dans toutes les juridictions. Donc voilà, ça augmente forcément notre travail et notre devoir de conseil. Et après sur les wordings, je vais laisser Luc répondre peut-être pour biser, mais aujourd'hui ce qu'on voit, c'est que au fur et à mesure, les assureurs n'ont pas encore implémenté, mais ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils allaient au fur et à mesure effectivement prévoir ça dans leur CG. Nous, après, dans nos procédures sinistres, maintenant, on les a toutes mises à jour et on a inclus ce délai de 72 heures, cette obligation de dépôt de plainte. Alors, si on revient sur le sujet des wordings, c'est pas nécessaire et la loi n'impose pas de modifier les wordings, donc qu'on les modifie ou pas derrière, qu'on rajoute le fait de rappeler qu'il y a un dépôt de plainte à faire, ça changera pas grand-chose. Donc nous, pour le moment, la décision, elle n'est pas prise, c'est-à-dire qu'officiellement, on n'a pas prévu de modifier les wordings. Après, s'il y a un assuré qui souhaite absolument, ou son courtier, qu'on rajoute dedans que le dépôt de plainte est obligatoire, ça n'a aucun impact, on le rappelle. De toute façon, le dépôt de plainte, il est obligatoire, que ce soit écrit ou pas. C'est la loi et ça doit être comme ça. Par contre, juste, comme l'émission s'appelle Regard croisé, je reviens un petit peu sur quelques points. Il faut bien voir que cette loi ne répond à aucun de ses objectifs premiers. On parlait du ransomware le premier et les rançons. On n'en sait pas plus aujourd'hui de savoir si c'est autorisé ou pas d'indemniser, autorisé ou pas d'indemniser ou autorisé ou pas de payer une rançon. Ça ne dit absolument rien. Donc, si c'était pour traiter le sujet des ransomware, on a aujourd'hui des positions qui ont été prises officielles, juridiques, en disant que ça ne changeait rien et que ça restait, selon l'interprétation interdit de certains, selon l'interprétation de certains, c'est interdit, selon l'interprétation d'autres, c'est autorisé. On en est exactement au même endroit à ce niveau-là. Ça n'a rien changé. Et le deuxième point sur le dépôt de plainte, qui effectivement était déjà présent, comme vous l'évoquiez, chez un certain nombre d'entreprises,
du coup, ça ne servait à rien d'aller faire un texte de loi pour mentionner le dépôt de plainte obligatoire, surtout que ça ne va s'appliquer que sur les entreprises qui sont assurées. Et aujourd'hui, on regarde où est la pénétration de l'assurance dans le marché. Il y a très peu d'entreprises, à part les rencontres, il y a très peu d'entreprises qui sont assurées. Donc pour la masse des entreprises, en fait, ils ne sont pas concernés par cette loi, puisqu'elle ne concerne que les entreprises qui sont assurées, puisqu'elle s'est référée à l'indemnisation par un assureur. Donc finalement, c'est énormément de bruit pour pas grand-chose. Après, il va falloir être très pragmatique derrière sur l'utilisation et le déploiement. À partir du moment où il y a une loi qui vous dit qu'il y a un dépôt de plainte qui est obligatoire, l'assureur, comme n'importe quelle entreprise, se doit d'être en conformité avec la loi. Donc on respectera la loi. Donc il sera nécessaire, et absolument nécessaire, qu'un assuré, s'il souhaite indemniser, démontre qu'il a fait son dépôt de plainte dans les 72 heures. Sinon, on ne pourra pas l'indemniser, puisqu'on se mettrait dans une situation d'illégalité. Alors justement, je me tourne vers Eleonora. Est-ce qu'on peut avoir des situations où on est complètement dans l'impossibilité, je pense à une entreprise qui a une filiale à l'étranger, on est veille d'un week-end, d'un pont, le responsable informatique local, il est au courant, mais il n'arrive pas à joindre la maison mère, le week-end se passe, la juridiction locale ne veut pas prendre le dépôt de plainte. Enfin, est-ce qu'on peut se retrouver dans des situations compliqué. Oui, bien sûr, et c'est des choses que les assureurs et les courtiers ont déjà anticipées. Alors Pierre-Henri parlait tout à l'heure du cas de la filiale à l'étranger. Moi, on m'a interrogé sur « Ah bah oui, mais je suis en Thaïlande, ma filiale est en Thaïlande, le policier ne veut pas prendre la plainte parce que il comprend pas, ça n'existe pas dans son droit. » Alors effectivement, c'est un problème. Donc ce qu'on peut recommander, c'est faire à la manière du courrier qu'on fait au procureur de la République, qui n'appelle pas finalement de réponse, mais de faire un courrier à l'autorité compétente, plutôt peut-être que se déplacer sur place, où on se verrait opposer un refus. Donc adresser ce courrier unilatéralement pour, en quelque sorte, cocher la case « j'ai déposé plainte ». Voilà, c'est une option. Après, aussi souvent, il est recommandé que, même si, on va dire, ça ne remplit pas la case, mais ça peut aider, que la maison mère s'associe aussi en déposant une plainte, elle, par exemple en France, donc si c'est celle qui a souscrit la police en France et qu'elle a d'application au monde entier, qu'elle dépose une plainte pour le compte de sa filiale, même si ce n'est pas remplir la formalité totalement, mais montrer à l'assureur qu'on a fait tout ce qui était possible pour se conformer à ça. Et pour la question des 72 heures, aujourd'hui, ce délai 72 heures, il est calqué sur le RGPD très clairement. Ils ont cherché un délai de référence. C'est dès la connaissance. Alors, on n'explique pas ce que c'est la connaissance. Est-ce que c'est effectivement une personne de la technique ? Est-ce que c'est un responsable au sein de l'entreprise, etc. On ne sait pas. Est-ce qu'on peut retarder le point de départ des 72 heures au moment où on a eu la certitude qu'il y a une atteinte au système informatique, puisque bien souvent, c'est un technicien, un rapport forensique qui va vous permettre de savoir s'il y a atteinte ou non. Donc, c'est pas forcément au moment où on arrive le matin et qu'on voit qu'on a une note de rançongiciel, par exemple, sur son ordinateur. Donc, c'est tout un tas de problématiques qui sont pas résolues à l'heure actuelle. Donc, dans l'attente de jurisprudence ou d'avis d'autorité, etc., il faut être le plus prudent possible et dire que c'est dès que possible. Donc, admettons que ce soit quelqu'un effectivement de la technique, si lui, il peut aller, et que c'est en France, au commissariat et déposer une plainte pour le compte de la société, voilà. Il faut encore qu'il ait le pouvoir de le faire. Voilà, il faut qu'il soit délégataire. Alors, seul un délégataire de la société peut, mais admettons qu'un RSSI qui soit délégataire puisse le faire. Il faut le faire dès que possible. Et je reviens sur ce que disait Luc tout à l'heure. C'est vrai que l'objectif poursuivi par cette loi, c'était une remontée d'informations pour dire que les autorités, la police, etc. ont beaucoup de mal aujourd'hui à avoir de l'information sur les attaques cyber. Mais l'objectif n'est pas totalement rempli puisqu'on a toute une partie invisible qui sont les entreprises non assurées. On peut quand même imaginer qu'il y ait des situations délicates dans le cas d'un dossier compliqué
où l'assuré dit bah si, j'ai pris connaissance, je suis allé tout de suite, mais que le forensique montre qu'il y avait des alertes bien visibles, non pas 72 heures avant, mais peut-être une semaine avant, et qu'on met ça devant les yeux de l'entreprise en lui disant mais si, regardez, là c'est des alertes, vous êtes spécialiste, vous savez bien que ça veut dire qu'il y a une attaque. Donc on peut se retrouver aussi dans des situations un peu gênantes après, qui peut amener des discussions. Sur l'application des garanties. Évoquer le rapport forensique, mais le rapport forensique peut dire bah non, vous n'avez pas eu connaissance à ce moment-là, vous nous dites avoir eu connaissance, alors je fais mon expert un peu pointilleux, mais le rapport forensique montre que là vous avez un SOC avec des gros voyants qui ont clignoté 5 jours avant. Donc on n'est plus dans les 72 heures. Oui, et puis là, on rentre dans d'autres problématiques qui relèvent de l'application même des garanties, je veux dire, avant, et qui auraient pu se produire avant même l'OPNI. C'est-à-dire que, voilà, on a peut-être déclaré des choses ou pas, et ça pose des problèmes pour l'application des garanties. Oui, si on parle des SOC, est-ce qu'il faut aller recommander aux entreprises d'aller déposer plainte chaque fois qu'il y a le SOC qui allume une lumière? Oui, peut-être que ça ferait comprendre aux législateurs la problématique de la loi. Non, mais après, derrière, de toute façon, il faut être très, 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 quelque part, pragmatique. Il y a une loi. Personne ne l'a demandé, cette loi, ni les assureurs, ni les assurés, ni les courtiers, ni les avocats. Personne ne l'a demandé, cette loi. Donc, il va falloir l'appliquer. Parce qu'on ne va pas se mettre en tant qu'assureur, on ne va pas se mettre dans l'illégalité en disant pour ce client-là, parce que son courtier il est très fort, il a un gros pouvoir persuasion, on va se mettre dans l'illégalité et on va aller indemniser. Non, on ne se le fera pas. On ne se mettra pas dans l'illégalité. Donc ces débats qu'il peut y avoir, il va falloir essayer d'éviter au maximum de les avoir parce qu'ils ne servent à rien. C'est préjudiciable pour tout le monde. Donc il va falloir éviter de le faire au maximum, et la façon de l'éviter, il va falloir être le plus pragmatique possible. Oui. Quitte, on parlait des risques à l'étranger, aujourd'hui, au lieu de se poser la question de se dire, voilà, si jamais le cas arrive de ma filiale qui n'a pas... c'est peut-être plus simple à ce moment-là de dire, de toute façon, en tant que risque manager ou en tant que RSSI d'entreprise, dès que j'ai une remontée d'informations sur un sinistre cyber, je m'assure qu'il y a soit un dépôt de plainte local, soit je fais mon dépôt de plainte ici, et c'est réglé. Et par rapport à la législation française, on va rappeler qu'on a un texte de loi française qui impose le dépôt de plainte pour pouvoir être indemnisé. La législation française se doit d'accepter le dépôt de plainte en France, à minima. Je pense là-dessus. C'est ce que disait Eleonora, c'est qu'aujourd'hui il faut être prudent et pragmatique. Il va falloir s'adapter jusqu'à ce qu'il y ait des clarifications sur les zones grises de cette loi, quoi. Très bien, très bien. Je vous propose peut-être de passer au prochain sujet. Thème, oui, bien sûr. Parler du risque systémique. C'est quelque chose qui fait peur, je pense, à beaucoup de monde. Peut-être d'abord, Luc, si tu pouvais nous expliquer ce que c'est qu'un risque systémique, et après qu'on puisse un peu en parler et voir comment vous voyez les choses d'un point de vue cyber. Donc, le risque systémique, c'est quelque chose qui est effectivement apparu beaucoup dans les sujets, notamment qu'il y est apparu avec le risque cyber. C'est en fait un risque, c'est un événement qui peut avoir un impact mondial, sans limitation géographique, ce qui est une spécificité qu'on va trouver dans le risque cyber, qu'on ne va pas retrouver dans les autres secteurs de l'assurance, où vous avez toujours quelque part une limitation, soit une population, soit un espace géographique, soit ou un secteur d'activité éventuellement. Alors dans le risque cyber, on se retrouve avec ce risque systémique qui serait une attaque informatique qui peut toucher l'ensemble des entreprises, on reste dans le monde de l'assurance de l'entreprise, l'ensemble des entreprises dans le monde entier. Un bon exemple qu'on a eu, ça a été WannaCry, mais surtout NotPetya, en 2017, qui a montré que une attaque qui est passée par l'Ukraine à un moment donné a touché des entreprises du monde entier, de tout secteur d'activité. On avait des transporteurs maritimes, on avait de la pharmacie, on avait de l'alimentaire, on avait de la construction, on avait de la logistique, donc n'importe quel type d'entreprise. Et c'est ça la problématique du risque systémique, qui dit finalement c'est plausible dans le monde cyber d'avoir un risque qui touche le monde entier d'un seul coup. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça pose un vrai sujet, et c'est pour ça que les régulateurs dans tous les pays s'en sont emparés, le régulateur du monde de l'assurance et la finance, en disant attention, si ce risque systémique se réalise, on va se retrouver dans une situation d'insolvabilité du marché de l'assurance. Donc les assureurs ne seront plus à même de remplir leurs obligations, qui est d'indemniser les sinistres. Donc pour éviter cette situation d'insolvabilité, le régulateur a demandé à l'ensemble des assureurs de montrer
qu'ils ont géré ce risque systémique et qu'ils le gèrent pour éviter d'avoir une mise en risque de solvabilité sur leur portefeuille. Donc le Lloyds a été le premier qui a commencé à sortir ces exclusions. Aujourd'hui, ça se déploie finalement de plus en plus dans le monde entier. Nous, chez Beazley, on le déploie depuis début avril en France. On a adapté les textes et tout. Et finalement, on va trouver 3 grands domaines sur le risque systémique. On a la partie guerre et cyberguerre, qui est un sujet systémique et qu'il a fallu traiter. Le deuxième sujet, c'est toute la dépendance des entreprises, pour faire simple, au réseau de télécommunications externes, au réseau Internet externe, au réseau d'énergie externe, etc. Donc ça, c'est un deuxième cas de systémique. Et le troisième cas du risque systémique se situe au niveau de la dépendance par rapport aux grands opérateurs cloud, et sur les notions de vulnérabilité qu'on peut avoir sur des OS, des operating systems qui peuvent toucher. Donc là, on est sur 3 catégories de risques où c'est le régulateur, les assureurs, le marché, les réassureurs surtout, et les Lloyds, sont très attention, sur ces 3 segments-là, il y a un risque d'insolvabilité du marché de l'assurance, donc traitez-le. Traitez-le, c'est soit vous arrivez à l'exclure, soit vous arrivez à le cantonner, pour qu'on puisse le traiter. Donc voilà en fait aujourd'hui ce qu'on fait sur le risque systémique. Les premiers points qui sont apparus qu'on voit, c'est surtout redéfinir ce qu'est la guerre et la cyberguerre. Et ça, je dirais dans ce street race, c'est le seul endroit finalement où on a une exclusion supplémentaire qui va apparaître, c'est l'exclusion de la cyberguerre. Donc pour le moment, dans la notion de cyberguerre, il n'y a pas l'État et le législateur, notamment français, n'est pas très favorable à ce qui est une définition officielle. Donc on a la liberté, chaque assureur a la possibilité de définir la cyberguerre et d'expliquer comment il le fait. Donc je ne veux pas rentrer nous on le fait, on explique la cyberguerre, c'est une attaque qui est sponsorisée par un État et qui va impacter les infrastructures critiques d'un pays. Donc quand on a la combinaison de cette attaque sponsorisée et d'infrastructures critiques qui sont touchées, on est dans un cas de cyberguerre et on a une exclusion cyberguerre qui va s'appliquer dans le pays concerné par ces infrastructures qui sont tombées. Les infrastructures extérieures, c'est de la dépendance par rapport au réseau Internet, DNS, etc. Donc là, finalement, c'est pas une exclusion, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui était déjà et qui n'était pas couvert par les polices cyber, parce que les polices cyber, ça reste une atteinte au système de l'entreprise. Ça ne couvre pas la dépendance au réseau Internet mondial, avec toutes ses composantes, les DNS, les fournisseurs de serveurs réseau, etc. Donc ça, on précise cette exclusion en disant attention, on parle bien de tout ce qui est dépendance par rapport à l'extérieur. Et le troisième domaine qui est les vulnérabilités, il faut définir ce qu'est une vulnérabilité qui touche des operating systems et les grands opérateurs cloud aussi, puisqu'aujourd'hui tout le monde travaille avec Google, avec Amazon, avec IBM et Microsoft, merci. Même si on n'est pas là pour leur faire de la Mais c'est les cas de gros. Mais là, il y a une question comme ça qui me vient naturellement, c'est comment on arrive à démontrer que l'attaque a été sponsorisée par un État ? Il va falloir s'appuyer sur ce qui est possible et démontrable. Déjà, ce qu'il faut bien savoir, qu'on parle d'une exclusion, donc dans le droit français, ce qui n'est pas forcément vrai dans tous les pays, mais dans le droit français, l'exclusion, c'est à l'assureur de le démontrer. Donc ça sera à l'assureur de démontrer qu'on va être dans une attaque qui est sponsorisée par un État, et ça sera aussi à l'assureur de démontrer que les infrastructures critiques d'un pays sont tombées. Et pour pouvoir démontrer... En fait, c'est hyper compliqué, je suis d'accord, c'est hyper compliqué à démontrer, mais d'un autre côté, c'est hyper positif. Parce que l'objectif, c'est bien de montrer que c'est pas de trouver un moyen de ne pas payer des sinistres. Ce qu'on veut, en fait, c'est que lorsque la situation est évidente, qu'on est dans un cadre de cyberguerre, on ne veut pas que juridiquement un assuré puisse nous obliger à indemniser parce qu'on est dans un risque d'insolvabilité et dans une situation évidente de cyberguerre. Moi, j'ai eu quelques discussions, et notamment aujourd'hui, un endroit où ça correspond exactement à ces définitions, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, elle est à la fois dans cette notion de guerre et à la fois dans cette notion de cyberguerre, avec des attaques qui sont clairement identifiées comme provenant de la Russie. Il y a une très belle intervention qui a été faite au FIC justement là-dessus par Mandiant, où ils expliquent vraiment ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont vu, et clairement,
on a des attaques qu'on peut démontrer qui sont sponsorisées par un État, qui ont mis des infrastructures critiques, parce qu'en Ukraine, c'est évident et ça se voit que les infrastructures critiques sont présentes. Donc effectivement, l'exclusion cyberguerre s'applique absolument complètement en Ukraine aujourd'hui. Alors, c'est effectivement, on a mentionné mendiant, mais c'est-à-dire qu'il y a plusieurs spécialistes qui étudient la menace, qui rattachent certains groupes d'attaquants à des États. Alors, est-ce qu'on peut se dire, à partir du moment où il y a un consensus dans la communauté, on va dire des sociétés spécialisées pour dire tel ou tel groupe est affilié à la Corée du Nord, à l'Iran, je sais quoi, ou à la Russie, est-ce qu'on peut à ce moment-là dire bon bah voilà, lui il y a 10 spécialistes sur une quinzaine qui sont d'accord pour dire que c'est un groupe affilié à tel État, il a une action qui a détruit, qui a attaqué, qui s'est répandue, qui a attaqué plusieurs infrastructures dans plusieurs pays, donc on est dans la cyberguerre. Est-ce que ça serait... Parce que... Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. C'est comme sur la loi PMI. Il va falloir... C'est avec l'expérience qu'on va avoir gagné et les pratiques. Mais je dirais éventuellement le fait de rattacher des groupes à un État, est-ce que c'est un élément qui sera recevable ou pas? Franchement, je n'en ai aucune idée. J'en sais rien. Parce que derrière, il faut qu'il y ait aussi l'infrastructure qui soit tombée. Oui. Il faut qu'il y ait bien les deux qui soient présents déjà. Je crois que ça va continuer à être une difficulté, ce rattachement, même si quelque part on peut dire tout le monde sait que tel groupe est affilié à la Russie ou tel groupe est affilié à la Chine. C'est pas suffisant. Ouais. Voilà, c'est pas suffisant, et on a eu une décision dans le courant du mois de mai 2023 aux États-Unis. Donc c'était la compagnie maritime Maersk qui a été affectée par notre Petya, et le juge a confirmé que ce n'était pas un acte de guerre. Alors même que, entre guillemets, tout le monde s'accordait à dire si c'est la Russie qui est derrière. Donc, juridiquement, c'est encore plus complexe que ça. Donc, c'est très compliqué parce qu'il y a des groupes qui on sait qu'ils sont désignés. Juste pour préciser sur ce cas-là, Maersk, il faut bien aussi avoir en tête que, effectivement, ça a été long et c'était une police de dommages. C'est pas une police cyber. Qui n'avait pas d'exclusion de cyberguerre. Elle avait l'exclusion guerre, enfin il n'y a pas d'exclusion guerre, ça dépend des pays. Donc effectivement, c'est l'exclusion guerre qui a été évoquée sur cette police, et le juge a dit non, ce qui s'est passé ne correspond pas à ce qu'on entend être une guerre. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que cette interprétation peut être transposée sur l'exclusion cyberguerre? Je me garderais bien de faire ce parallèle. Pierre-Henri, tu voulais rebondir sur une remarque? Je sais plus. J'ai perdu mon idée. En tout cas, en droit français, tu évoquais tout à l'heure le fait qu'il n'y ait pas de définition de cyberguerre. C'est vrai que c'est quelque chose qui a été débattu. Il y a dans le Code des assurances, l'exclusion guerre existe. Il a été question dans les débats menés par le HCJP de venir ajouter la cyberguerre, c'est-à-dire à travers les moyens, c'est-à-dire moyens militaires ou moyens cyber, d'inclure dans l'exclusion guerre du Code des assurances la cyberguerre. Et le Trésor est revenu en quelque sorte dessus en disant non, ça va être trop complexe pour des raisons de preuve, parce qu'en fait, dans l'exclusion guerre du Code des assurances, la preuve est inversée, la preuve pèse sur l'assuré. Et donc c'est trop compliqué ensuite de venir intégrer la cyberguerre. Donc aujourd'hui, le Trésor a plutôt, dans son rapport de septembre 2022, plutôt préconisé qu'il y ait à nouveau un groupe de travail qui réfléchisse aux implications d'une exclusion cyberguerre, bien que les assureurs se soient déjà mis en ordre de bataille pour créer leurs exclusions. Mais dans le droit français, c'est pas encore existant. Aujourd'hui, c'est quand même... Beasley est assez précurseur sur l'intégration de l'exclusion cyberguerre, mais aujourd'hui, on voit bien que les assureurs, ils vont à tâtons quand même sur les intégrations de ces exclusions. Oui, non, mais je suis d'accord. Les réassureurs vont l'intégrer, etc. Mais il n'y a pas de... le travail a été fait, les Lloyds ont une exclusion, etc. Le grand courtage, globalement, s'est accordé sur des rédactions d'exclusion, mais après, c'est aussi sa transcription en droit français qui est toujours un peu plus compliquée, et sur la délimitation. Je veux revenir sur un point qui est important. C'est vrai que dans le Code des assurances, il y a une exclusion de la guerre, mais ce qu'il n'y a pas, et c'est là le problème, c'est qu'il n'y a pas de définition de la guerre. Et aujourd'hui, on a fait, donc effectivement, nous on les déploie, on définit dans nos contrats la guerre, on définit la cyberguerre. Donc ça veut dire qu'on se positionne
en disant voilà ce qu'est une guerre, voilà ce qu'est une cyberguerre, et voilà dans quel cas on va déployer l'exclusion. Et je dirais que c'est un signe fort pour dire voilà, l'objectif c'est pas de dire on va avoir un truc dans la poche qu'on peut dégainer dès qu'on n'a pas envie de payer un sinistre. Non, au contraire, on est là pour accompagner les assurés, mais il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas le faire. Et c'est ça qu'il faut arriver effectivement à Après, il y a quand préciser. même des conventions internationales qui définissent ce que c'est qu'une guerre. Enfin, Oui, mais puis votre définition, elle vient pas révolutionner Ah mais non, mais la guerre. heureusement, Quoi, je veux dire. c'est pas l'objectif non plus. Enfin, après, sur la cyberguerre, Mais sur la c'est un peu cyberguerre, différent, il va falloir avancer. Mais sur la guerre en aujourd'hui, elle-même. effectivement, dans les discussions qu'il y a eu, effectivement, les autorités ne sont pas favorables à ce qu'on définisse la guerre. Bah oui, mais il arrive un moment où on veut avoir dans des contrats d'assurance, on va avoir le maximum de sûreté juridique, mais d'un autre côté, il faut que le législateur aussi soit un peu homogène. Il nous impose des trucs sur la LOPMI, il ne veut pas faire des trucs sur la guerre, et à un moment, il faut être carré. Ouais, donc en fait, c'est quand même pas, c'est un vrai sujet parce que Ouais. c'est pas évident de Mais c'est un vrai trouver, sujet, mais surtout, il ne faut pas que ça devienne un sujet de business, un sujet commercial. C'est-à-dire, c'est pas un élément de différenciation, c'est une vraie problématique parce que le risque derrière, c'est l'insolvabilité du marché de l'assurance. Et si les assureurs ils deviennent insolvables, le vrai problème, c'est qu'ils du coup, ils ne peuvent plus remplir leurs obligations, ils ne peuvent plus payer les sinistres. C'est là le problème. Donc il ne faut pas qu'on se mette dans cette situation-là. Donc cette année, Mandiant a sorti son rapport M-Trend comme chaque année et a donné un petit peu les valeurs qu'ils avaient en termes de sinistralité pour les différents secteurs d'activité. Et on voit que les entités publiques sortent en premier et puis le monde de la santé vient en second. Mais bon, chez nous en France, la santé, c'est quelque part quelque chose de plutôt public. Donc on voit qu'il y a vraiment un gros pavé santé, entité publique qui sort vraiment dominant sur cette année. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté, vous, dans vos portefeuilles ? Alors, dans le portefeuille, non. Parce que une des raisons principales, c'est que finalement, il y a très peu de collectivités territoriales qui soient assurées. Donc, on ne va pas avoir dans nos portefeuilles un fort impact de cette année. Par contre, c'est ce qu'on voit effectivement, et notamment dans la presse et un peu toutes les informations, c'est effectivement les entités qui sont les plus touchées aujourd'hui. La santé aussi est énormément touchée, public ou privé aussi d'ailleurs, hein, les deux sont autant touchés, donc c'est pas lié. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de se poser pourquoi. Les collectivités territoriales, entreprises publiques, c'est pas parce qu'elles sont publiques qu'elles sont touchées, c'est peut-être parce qu'elles sont moins bien protégées, peut-être, ou alors c'est parce qu'on en parle plus ou que ça se voit plus. Je sais pas, ça peut être cette raison-là. La santé, on sait qu'il y a des données médicales, c'est des données qui ont de la valeur pour les pirates, donc ça peut être une des explications. Après, les attaques cyber, il y a beaucoup d'attaques qui sont purement opportunistiques, c'est-à-dire que c'est des attaques qui sont lancées en vrac, qui couvrent tout, et puis dès qu'ils trouvent une porte, ils rentrent. Donc en fait, si c'est plus de collectivités qui sont touchées que d'autres, c'est peut-être parce qu'il y a plus de portes ouvertes dans les collectivités territoriales. Je pense en effet le facteur opportuniste, à mon avis, doit beaucoup jouer là-dedans. Alors peut-être en effet dans les portefeuilles ça se voit peut-être pas forcément. Je sais pas, c'est vrai que nous en termes de collectivité locale ou territoriale, on n'a pas c'est pas un public qu'on accompagne, donc il n'y a pas de demande de leur part. Certes, j'imagine que si. Après, peut-être que dans leurs assureurs traditionnels, ils trouvent aujourd'hui des. La SMACL propose des produits cyber, par exemple. Enfin, je cite celle-là parce que c'est celle que je connais, mais il y en a plein d'autres. Mais ça revient au sujet qu'on a eu sur la souscription. On voit qu'on a un sujet en souscription aujourd'hui. Pour souscrire un risque cyber, il faut qu'on ait de l'information. Il faut qu'on arrive à comprendre, même si je dis qu'on ne comprend pas tout, il faut quand même qu'on arrive à comprendre un minimum. Comment vous voulez qu'une collectivité territoriale qui se doit de respecter le processus des appels d'offres publics puisse échanger de l'information avec son courtier ou avec son assureur? Ils ne peuvent pas. Et donc en fait, c'est quelque part là le principe d'appel d'offres public est tellement contraignant que quelque part, il les prive d'avoir accès au marché de l'assurance cyber. Je ne dis pas qu'après, s'ils avaient plus accès, ils seraient plus facilement assurables, parce qu'il y a un sujet de qualité de risque aussi, mais aujourd'hui, le processus d'appel d'offres public est un vrai problème là-dedans.
J'imagine aussi que pour les hôpitaux, que ce soit public ou privé, la cybersécurité, ça a un coût et que l'état de la santé en France est tel que aujourd'hui, les financements vont en priorité au financement, je sais pas, du matériel utile au fonctionnement d'un hôpital, enfin utile aux soins et pas à la sécurisation du système. Et puis aussi, c'est des cibles impactantes, je pense aussi pour le public, quand on voit qu'un hôpital peut être empêché de travailler pendant plusieurs heures ou plusieurs jours. Ou des vies en danger aussi, parce qu'il y avait quelqu'un dans un bloc opératoire, etc. Alors, il y a eu des annonces gouvernementales selon lesquelles des millions d'euros seraient investis sur la cybersécurité des entités publiques. À voir ensuite comment ça se traduit dans la réalité. Mais il y a pas mal de choses qui se font là. Ils ont lancé aussi, alors je ne sais plus le nom, le gouvernement a lancé, c'est pas le pacte cyber ou un truc comme ça, où en fait ils débloquent des fonds pour pouvoir accompagner les PME et probablement les collectivités territoriales. Bouclier cyber. Le bouclier cyber, voilà. Bouclier cyber, avec la BPI notamment. Ouais, pour pouvoir justement améliorer. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si on parle autant du risque cyber, et on a parlé de l'équilibre du marché, il y a peu de gens qui sont assurés, mais il y a aussi beaucoup de sinistres. Et s'il y a beaucoup de sinistres, il y a un problème de qualité de risque. Il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui ne font pas le minimum nécessaire pour gérer leur propre risque cyber. Et comme elles le font pas, ça s'améliore. Ça s'améliore. Sur les grandes entreprises, ça c'est même sur les plus petites quand même. Mais il y a encore une énorme marge de progression. Oui, bien sûr, mais ils partent de loin. Combien justement d'entreprises, quel pourcentage des entreprises en France qui ont une couverture cyber ? Alors, je crois que dans Lucie, sur les très grands comptes, on est à plus de 95%, et sur les TPE, on est à moins de 5%, donc c'est le delta est incroyable. Années, c'était moins de 1%. Il y en a un peu plus, parce qu'effectivement, il y a eu plein de... Il y a pas mal de développements qui sont avec notamment les InsurTech, et tout le monde essaye de fournir de l'assurance à ces marchés-là. Donc il y a aujourd'hui plein d'offres adaptées à tous les... Et je pense que c'est... En fait, le problème et c'est un des problèmes dans le Trésor qui fait des recommandations en disant aujourd'hui l'assurance cyber, il faut que ça s'arrange. Le problème, il n'est pas à l'offre. L'offre, elle existe. Si on prend aujourd'hui le scope des offreurs d'assurance entre les InsurTech, les réseaux traditionnels d'agents, les grands groupes et les assureurs traditionnels, il y a une offre cyber qui est extrêmement importante sur le marché. Le problème, il n'est pas sur l'offre, il est sur la demande. Non, c'est le mot offreur qui me faisait sourire. Donc merci beaucoup. Pour poursuivre cette table ronde, nous allons parler des axes d'amélioration possibles pour la souscription. C'est un sujet. Alors justement, je reviens sur le rapport Lucie que j'évoquais au début de l'émission. Il y a une petite mention justement sur la souscription, le processus de souscription dans les conclusions de ce rapport. Je voudrais avoir votre avis sur qu'est-ce qui pourrait être amélioré, quelle est la situation actuelle, quelles sont les difficultés aujourd'hui qu'on peut rencontrer. Alors, pas uniquement côté, on va dire, courtier, assureur, avocat, mais également côté assuré, quelles sont les difficultés qu'il y a à souscrire une assurance cyber. Je pense également que ça dépend de la taille des entreprises et du marché. Comment on peut améliorer ce parcours de souscription sans forcément aller tout de suite à des solutions, on va dire, rapides, simplistes, mais des solutions qui permettent vraiment d'analyser le risque, voilà, au mieux. Peut-être bien. Je pense qu'il y a eu, effectivement, sur les 2 dernières années, il y a eu une forte montée des demandes des assureurs, mais qui s'est entendue aussi, parce que voilà, on a eu la sinistralité qu'on a eue, et il y avait peut-être un certain retard en termes de cybersécurité chez certains de nos clients en France. Donc ça a été aussi cette augmentation des demandes et cette montée en technicité des demandes chez les assureurs a permis aussi chez certains assurés de se mettre à niveau et de pouvoir aujourd'hui revenir sur le marché en ayant des garanties qui soient adaptées, etc. Après, effectivement, il y a encore tout
en tout cas, la difficulté, c'est d'avoir une vision un peu plus harmonisée des demandes, parce que au cours des 2 dernières années, on a eu chaque assureur voulait son questionnaire, et si on ne travaillait pas sur leur modèle de questionnaire, on n'avait pas leur capacité, donc ça a été assez compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, on essaye aussi en tant que courtier d'avoir une vision harmonisée de l'approche des risques. Alors ça, c'est surtout sur les grands risques. En tout cas, on essaye de limiter au plus, enfin, pas limiter, mais en tout cas d'harmoniser les questions et de venir avec des solutions et d'accompagnement en amont de nos clients, pour que derrière le voyage, en tout cas vers la souscription de la police d'assurance, soit plus tranquille et en tout cas le plus agréable possible. Oui, pardon. Oui, non, mais juste une précision pour les gens qui nous regardent et peut-être un élément de contexte. Est-ce que ce qu'on voit en France, et je leur donne la parole, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est partout pareil ailleurs? Est-ce que c'est parce que globalement, moi, quand je discute avec mes homologues de la région Méditerranée, Europe, Moyen-Orient, on a à peu près tous les mêmes difficultés sur l'approche de la souscription. Après, il y avait des pays, des zones géographiques comme les Nordiques où là, ils sont toujours un petit peu les meilleurs en termes de cybersécurité, mais en termes de tout. Donc, c'est culturel, ils font les choses bien. Mais après, si on regarde l'Allemagne ou l'Italie, l'Espagne, par exemple, ils ont les mêmes difficultés. Ils ont eu les mêmes difficultés que nous sur l'appréhension des grands comptes. Après, sur les ETI, etc., nous, en tant que courtier, ce qu'on essaye aussi, c'est d'accompagner plus les clients en amont pour aussi pouvoir leur dire aujourd'hui, vous êtes à tel niveau en termes de cybersécurité. Voici ce qu'il faut que vous puissiez faire pour être aujourd'hui relativement, si ce n'est limité de manière que vous puissiez vous assurer de manière correcte, avec forcément des degrés plus ou moins élevés, mais en tout cas, il y a un grand travail en amont qu'on fait avec des consultants externes ou internes. Et puis après, il y a toute cette masse de TPE, PME sur lesquels tout ne sera pas toujours possible, et il y a des insurtech qui ont des approches assez intéressantes pour accompagner ces clients-là en termes de cyberassurance en tout cas. Et est-ce que on voit aussi de plus en plus peut-être de captives aussi apparaître, de nouvelles formes de... Oui, il y a beaucoup de clients ont choisi quand on parle de captifs, tout de suite on parle quand même de très grands comptes. Donc effectivement, sur les clients très grands comptes, tous se sont posé la question, en tout cas, s'ils n'ont pas mis en place de captifs, de faire des études avec des captives. Et puis il y a eu aussi, au 1er janvier 2023, la création de Myris. Alors c'est pas une captive, mais c'est une mutuelle de clients, très grands clients au niveau européen. Et effectivement, ça a aussi permis à ces clients de eux-mêmes appréhender leurs risques et contrôler leurs risques de manière mutualisée, quoi. C'est un peu un retour à la mutuelle contre l'incendie du 19e siècle, comme c'est intéressant. De voir que c'était Factory Mutual. Exactement. De voir que on revient sur des mécanismes anciens d'assurance. De solidarité. Alors qu'on est au 21e. Et comment ça a été perçu, ça, à côté assureur, la création de ces captives? Est-ce que c'est quelque chose qui... Très bien. Je rigole. Non, mais tout à fait. En fait, je dirais que c'est un non-événement. Des captives, il en existe déjà. Déjà, il y a plein d'entreprises qui ont des captives dans les grandes entreprises. Il y en a plein qui ont des captives, qui les déploient ou pas sur le risque cyber. Ce qui a changé, il ne faut juste pas se méprendre. Ce qui a changé, c'est que
Avant, c'était compliqué de monter une captive en France et c'était beaucoup plus facile de la monter au Luxembourg ou en Belgique. Et que maintenant, c'est aussi facile de la monter en France, c'est tout. C'est ça. Il n'y a aucun autre changement derrière. Donc les captives, ça existait déjà, ça continue à exister. Et c'est déjà intégré dans un certain nombre de programmes cyber. Il y a des captives qui jouent déjà un rôle. Myris est arrivé, donc, qui est la mutuelle d'assurance. C'est très bien. Elle est venue résoudre une problématique qu'il y avait sur un marché, qui était une problématique de manque de capacité. Donc Myris est arrivé à apporter de la capacité, ce qui est très bien. Et donc c'est plutôt une bonne chose. Et moi, je trouve que ça marche plutôt bien ensemble. Par contre, je voudrais revenir après sur le processus de souscription. Oui, voilà, sur les limites de l'exercice. Oui, les limites de l'exercice, parce que, effectivement, je me suis permis d'ouvrir Lucie et d'avoir l'article sous les yeux, et où on dit les PME ne sont tout simplement pas outillés pour répondre à un questionnaire de plusieurs dizaines de pages. C'est assez logique. D'ailleurs, il y a aujourd'hui plein d'offres sur le marché de l'assurance en France pour des PME qui peuvent s'équiper en assurance cyber avec moins de 5 questions. Il y en a même, il n'y a pas du tout de questions. Les InsurTech aujourd'hui. Même dans les assureurs traditionnels sur les petits comptes, il y a des processus hyper simplifiés. Donc ça existe déjà, il n'est pas là le problème. De la même façon, pour les entreprises de taille moyenne ou sur les grandes entreprises, on reproche aux assureurs de poser des tas de questions. Bah oui, c'est vrai, c'est un peu embêtant. Les assureurs, ils veulent comprendre ce qu'ils veulent assurer. Faut voir aussi quand on va assurer une entreprise, une ETI, ça veut dire quoi quand on va assurer une ETI? On va mettre 5 ou 10 millions, dire que s'il y a un sinistre, on va payer 5 millions ou 10 millions. Quand on va mettre sur un grand compte, on va mettre 10 millions, 15 millions, 20 millions ou plus, c'est pareil. C'est-à-dire s'il y a un sinistre, on va sortir 10 millions ou 15 millions. Nous, en tant qu'assureur, on va poser des questions sur les ETI. Oui, on peut poser peut-être une dizaine de questions. Sur les grands comptes, ok, notre questionnaire, il fait 4 pages. Donc, on pose des questions, c'est normal. Mais allez à la banque, quand vous allez demander d'emprunter 30 000 euros à la banque, combien de questions ils vous posent? Il y a un comité, combien de choses. Donc, quelque part, c'est normal que l'assureur cherche à comprendre ce qu'il va assurer. Après, sur homogénéiser le processus, ça va être très compliqué. Puisqu'en fait, les assureurs qui sont présents sur le risque cyber, ils ont des bases de travail qui sont différentes. Leur vision du risque, elle est différente. Et si vous comparez la façon dont AXA XL va souscrire un risque, ou AIG, ou Chubb, ou Beazley, ou Allianz, la façon dont ils vont souscrire un risque, elle est totalement différente. Parce qu'un risque cyber dans le portefeuille de Beazley ou dans le portefeuille d'AXA XL ou dans le portefeuille d'AIG a une position qui est complètement différente. Donc la vision de l'assureur, elle est différente par rapport au risque. Donc on ne pourra jamais avoir un processus identique sur ce risque-là. Donc oui, effectivement, il faut travailler sur une façon de faire. Aujourd'hui, sur les grands comptes, on a souvent ce qu'on appelle les roadshows qui sont pas mal faits. C'est vrai que ça prend un peu de temps, mais les assureurs derrière, ils ont aussi beaucoup de travail pour après ingurgiter ces informations et les manager. Donc oui, il faut évoluer, mais il ne faut pas rêver. Jamais on va avoir un moment où ce que veut faire un peu la Direction Générale du Trésor, en disant on veut simplifier, c'est-à-dire quoi simplifier? Il voudrait que les assureurs disent à toutes les entreprises, venez vous assurer chez nous, on ne vous pose pas de questions, puis en plus ça ne va pas vous coûter cher. Donc, non, ça ne marchera pas. Après, je pense qu'il faut relativiser. On cherche une harmonisation parce qu'on a vécu quand même 2-3 années où on a fait face à des assureurs qui étaient très orthodoxes et qui voulaient leur questionnaire à tout prix, alors que quand même, il y a de la redondance quand même entre chaque assureur sur les questions. Donc, quand on fournissait un questionnaire de compagnie X, si on pouvait limiter à 4 questions qui ne sont pas reprises dans le questionnaire de la compagnie Y, je pense que c'est ces moments-là qui ont été vécus au moment du retournement de marché qui ont été compliqués. Et je pense qu'aujourd'hui, on est quand même arrivé à une harmonisation du marché sur les demandes, etc. Et chaque assureur, effectivement, a sa petite marotte et il va falloir la respecter. Et ce que disait Luc est tout à fait vrai. Chaque assureur n'a pas la même politique de souscription parce qu'ils n'ont pas les mêmes ADN. Et c'est vrai en cyber, mais c'est vrai dans toutes les branches d'assurance. On ne peut pas demander à un assureur d'accepter tous les profils de risque. Ok. Là, je voudrais d'ailleurs en profiter pour passer la parole un peu à Eleonora sur ces questionnaires. Est-ce que ces questionnaires sont vraiment utiles lorsqu'on a un sinistre? Est-ce que c'est des choses qu'on peut facilement opposer à un assuré s'il y a eu une mauvaise réponse à une question? Est-ce que c'est des choses que vous voyez? On voit très souvent à l'occasion d'un sinistre,
on va dire donc d'abord le rapport forensique, puisqu'on est postérieurement au sinistre, on travaille sur l'investigation technique, et on se rend compte qu'il y a des lacunes chez l'assuré du point de vue justement de la cybersécurité. Et là, on a l'idée d'aller chercher le dossier de souscription, et dans le dossier de souscription, il y a le questionnaire. Et parfois, on se retrouve aussi avec des questionnaires anciens, puisqu'il n'y a pas forcément eu des questionnaires de renouvellement, etc. Et des questions qui sont parfois trop larges ou mal posées ou imprécises, etc. Et effectivement, quand on est un assureur et qu'on voit qu'il y avait une réponse à une question, une question très basique, dire est-ce que vous avez la double authentification quand un utilisateur se connecte, et qu'on dit oui, et qu'on se rend compte au moment de l'analyse forensique que cette double authentification n'existe pas, on se dit en tant qu'assureur, génial, je vais pouvoir opposer cette réponse à mon questionnaire pour, on va dire, opposer une déclaration inexacte. Je parle pas de mauvaise foi, etc., parce que c'est très compliqué à prouver, mais ne serait-ce qu'une déclaration inexacte ou une omission de déclarer un nouveau risque. Bien souvent, quand on retourne voir les questions, elles sont pas suffisamment précises pour permettre à un assureur d'opposer cette mauvaise réponse. Donc il y a effectivement un mouvement d'harmonisation, même s'il n'est pas souhaitable que tous les assureurs forcément aient le même questionnaire, et je comprends tout à fait ce que dit Luc, mais de toute façon il y a un travail qui est déjà fait aujourd'hui, et les questionnaires d'aujourd'hui sont quand même bien mieux ficelés que ceux d'il y a quelques années. Donc, oui, puis on peut avoir un assuré qui a dit je fais du MFA parce que c'était un projet, ça devait se faire dans les 3 mois, et puis finalement le budget n'est pas arrivé. Enfin, c'est pas forcément. Oui, c'est pas forcément de mauvaise foi. Ces réponses-là, en plus, elles ont été données plusieurs années en arrière. Les réponses qu'on fait très basiquement et parfois innocemment à ce questionnaire. Après, nous, quand on est dans un processus de gestion de sinistre, on va rechercher ça et on trouve pas forcément la réponse adéquate. Donc oui, ça pose des difficultés, mais néanmoins, toujours dans cet esprit d'accompagnement des assureurs envers les assurés, on trouve toujours une solution. Alors, j'ai une question qui concerne l'évolution du risque. C'est-à-dire que je vais souscrire une assurance cyber sur mon SI à l'instant T, mais mon SI il va vivre assez fortement, d'ailleurs, si je suis une grosse entreprise, peut-être plus qu'un risque classique comme un dépôt logistique ou quelque chose comme ça. L'entreprise peut être amenée à faire des acquisitions, on sait qu'on doit déclarer une modification du risque, mais au-delà de ça, lorsqu'on est un grand groupe, une grande entreprise, à quelle fréquence, selon vous, qu'est-ce qui serait pertinent ? C'est-à-dire que ce risque aujourd'hui, mon risque cyber, il suffit de pas grand-chose. Il suffit de racheter une boîte avec un seul ordinateur qui peut-être n'est pas bon ou pose problème, et l'intégrer, même si j'ai déjà un parc de 10 000 machines qui est complètement bien sécurisé, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? Est-ce qu'on est quelque part... ça fait partie de l'aléa et il faut vivre avec, ou est-ce qu'on doit dire même si vous intégrez une machine ou 2 machines et que vous en avez 30 000, c'est pas la peine de me le dire, ou au contraire vous devez me le signaler. Comment ça marche ? Parce que c'est tellement c'est pas comparable avec on va dire ce qu'on voit dans les autres spécialités. Le problème, c'est que toutes les entreprises sont vivantes, et le système d'information, il est encore plus vivant, il bouge encore plus. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas se méprendre sur une chose qui est assez basique. L'assurance, ça reste de l'assurance. C'est de l'indemnisation de sinistres. Ce n'est pas de la gestion de risque. Donc c'est l'entreprise qui doit faire de la gestion de risque. C'est l'assuré qui doit faire de la gestion de risque. Donc c'est l'assuré qui doit comprendre de lui-même, c'est pas l'assureur qui va aller lui dire attention, vous allez faire ça, ça change votre profil de risque. L'assureur, il peut pas dire ça, il le sait pas. Un assureur, il est incapable de juger un risque. Faut pas se méprendre. En cyber, un assureur, il n'est pas capable de juger la qualité d'un risque. On n'est pas capable de le faire parce qu'il faudrait qu'on investigue beaucoup trop dans une entreprise pour pouvoir juger la qualité du risque de l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on se base sur le déclaratif de l'entreprise, et il faut que l'entreprise elle fasse de la gestion de risque.
Elle va acquérir une filiale, elle va acquérir une entreprise, il faut qu'elle se pose les bonnes questions. Ok, quand je vais l'acquérir, est-ce que je vais connecter les systèmes d'information ? Est-ce que finalement, quand je vais connecter les systèmes d'information, je vais créer une vulnérabilité dans ma propre sécurité ? C'est des questions, c'est à l'entreprise d'y répondre. En tant qu'assureur, on ne peut pas leur dire. Comment vous voulez qu'aujourd'hui je vous dise entre, j'en sais rien, un groupe de distribution qui va aller racheter un magasin à son concurrent, ou alors une usine qui va aller, un groupe industriel qui va aller racheter, qui va acquérir son concurrent ou une filiale et qui va intégrer une nouvelle entreprise à l'intérieur. Comment vous voulez que nous, de l'extérieur en tant qu'assureurs, on puisse se prononcer sur ce qui est pertinent ou pas pertinent ? C'est le métier de l'entreprise, c'est le métier du risk manager, de savoir à quel moment il va changer son risque. Et effectivement, s'il considère que rien ne bouge alors qu'il se trompe, il faudra qu'il en supporte les conséquences à un moment ou à un autre. C'est un peu brutal comme façon de le dire, mais c'est une réalité. Alors là, il y a peut-être un peu de conseil, parce que la vie du contrat, il y a un paragraphe vie du contrat. Qui est très important à ce niveau-là. Tout à fait vrai, oui. Je me permettrais de mettre juste un tout petit bémol. Quand Luc dit que les assureurs n'apprécient pas les risques et ne jugent pas les risques, c'est quand même à atténuer, parce que vous faites quand même une certaine idée du risque avec vos questionnaires. Alors j'entends bien qu'elle soit pas forcément pas chez aussi tous les assureurs, chez nous. Oui, peut-être pas chez tous les assureurs, qu'elle soit pas aussi complète que vous le souhaiteriez, mais dans tous les cas, vous arrivez à vous donner un petit vernis, en tout cas sur si c'est géré en bon père de famille, etc. Vous avez une idée quand même de la gestion des risques, et si c'est fait en tout cas de manière sérieuse. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, les polices d'assurance cyber, elles viennent du monde des lignes financières. Donc, quand il y a une intégration d'une société dans une police cyber, très souvent, on tombe dans des critères d'intégration automatique de nouvelles entités et qui n'appellent pas nécessairement de déclaration à l'assureur. Nous, néanmoins, le plus possible, on pousse nos clients à le faire. Mais l'idée, c'est qu'une police d'assurance a quand même une temporalité annuelle, et de pouvoir faire cet exercice de mise à jour des informations et d'informer son assureur à minima annuellement, je pense que c'est très important. Oui, alors, c'est des questions on va dire de profane. Je ne suis pas assureur, mais est-ce qu'on peut dire, par exemple, avoir une disposition dans un texte qui dit, si vous intégrez une entreprise, il faudra faire une évaluation de ce risque cyber, au moins un audit de la cybersécurité avant de l'intégrer, avant qu'il soit rajouté au contrat d'assurance. Est-ce que ça, c'est des choses... Ça serait une levée de bouclier immédiate de l'ensemble des courtiers du courtage. Oh là là, surtout pas. Non, mais surtout pas. Ça rend très compliqué la gestion de la police d'assurance derrière. Ouais. Mais c'est pour ça qu'en fait, ce que tu dis est tout à fait vrai. Les polices, les textes d'assurance cyber sont historiquement basés sur les textes Financial Line, et il y a des critères d'intégration qui n'ont absolument rien à voir avec le risque. Et le vrai sujet, c'est ça. Attention, la police d'assurance, c'est pas elle qui fait la gestion du risque, c'est l'entreprise. Et c'est le RSSI ou le risk manager qui doit se poser des questions dans l'évolution de son entreprise, à quel moment ça change son profil de risque. À l'extérieur, et on ne peut pas le savoir de l'extérieur. Vous prenez une entreprise, que vous intégrez une entreprise, il y a un grand groupe aujourd'hui industriel qui a fusionné avec un autre groupe il y a un mois ou un mois et demi, je ne sais plus. C'est deux entreprises de taille identique qui font plusieurs milliards de chiffres d'affaires qui ont fusionné en une seule. Comme ils ont décidé de faire cette fusion uniquement au niveau juridique, c'est-à-dire c'est la dénomination de l'entreprise qui change, mais après chacun des groupes reste de son côté, au niveau risque cyber, cette fusion des deux n'a quasiment rien changé. Alors qu'un autre grand groupe qui fait la même taille, qui va aller racheter une entreprise où il y a 4 collaborateurs et 4 PC, mais qui n'a aucune protection par rapport à Internet et qui la connecte directement à son réseau sans se poser la moindre question, ils ouvrent une porte béante à des contaminations et à des attaques contre son réseau. Et ça, l'assureur, c'est pas nous qui pouvons leur dire « Attention,
c'est à eux de gérer leur risque. Quand est-ce qu'ils vont changer leur risque ? Il faut pas, c'est pas le contrat d'assurance qui va pouvoir dire comment le faire. Et les protections qu'il y a aujourd'hui dans le contrat d'assurance, on va parler des critères de fusion qui sont des critères purement juridiques, taille d'entreprise et tout. C'est un non-sens au niveau du risque cyber. Mais c'est présent dans les polices d'assurance. Et effectivement, d'aller mettre mais même sur quel type de critères techniques on pourrait mettre, je ne vois pas. Est-ce que ça, c'est des dossiers chez... Oui, alors effectivement, moi j'ai un dossier en particulier où je manque dans le questionnaire de souscription que je suis allée voir postérieurement au sinistre de questions sur justement la détention d'une entité qui a été acquise progressivement. Et j'ai pas la question qui me permet de dire vous avez, entre guillemets, oublié de déclarer X milliers de postes supplémentaires intégrés au système d'information. Donc ça pose quand même des problèmes dans la réalité. Voilà. Après, il y a aussi le phénomène, comme disait Luc, si le risk manager n'a pas pris ses précautions, c'est d'être sous-assuré aussi, parce que si jamais on avait un niveau de garantie pour l'entité initiale et qu'elle ensuite acquiert une autre, et que une fois intégrée, il se passe un sinistre cyber et qu'on se rend compte qu'on est sous-assuré en montant, ça existe aussi. Tout à fait. Mais dans un questionnaire de souscription, on peut demander si un audit est fait lors de l'acquisition d'une filiale. Oui, c'est des questions récurrentes quand même. Et alors ? Oui, après l'audit, il peut être fait et... Oui, et ça changera quoi ? Si au moment du sinistre, l'audit n'a pas été effectué. Après, il faut savoir ce qu'on va appeler un audit. Il faudrait être plus précis. Pour que ça soit contractuellement valable, il faudrait que ça soit beaucoup, beaucoup plus précis. Et on aurait systématiquement une levée de bouclier. Vous savez, nous, les assureurs, on est les gentils et on fait ce qu'on peut. Hein. Bien sûr. Il a levé son bouclier à une époque, lui. Il l'a oublié, mais... Non, mais c'est vrai que mais ça reste, et c'est pour ça que ça revient vraiment aux fondamentaux. Je veux dire, l'assurance, c'est qu'un accompagnement. C'est pas la gestion du risque. Et c'est vraiment risque manager. Même, et voilà, on parlait tout à l'heure, tu évoquais le cas qui une filiale a changé le nom. Enfin, quelque part, en tant qu'assureur, poser la question... Quelle est la taille de votre parc informatique ? C'est un non-sens. Parce que de toute façon, le parc informatique, il change tous les jours. Entre les machines qui tombent en panne, qu'il faut remplacer, ou celles qu'on achète parce qu'il y a des nouvelles arrivées et tout. Enfin, c'est des questions qui n'ont pas de sens au niveau de la... C'est pour ça que, sérieusement, ce que je disais tout à l'heure sur l'analyse de risque cyber, on ne juge pas un risque d'entreprise. Nous, la façon dont on travaille chez nous, c'est on a un portefeuille cyber et on regarde qu'est-ce qui a causé des sinistres dans nos portefeuilles, et on détermine ça, c'est les critères qu'on veut que tous nos clients déploient chez eux, parce que ces failles-là, il faut qu'elles soient protégées, parce que si c'est pas déployé, effectivement, la probabilité d'attaque est beaucoup trop forte. Mais après, les conséquences d'une attaque dans une entreprise, vues de l'extérieur en tant qu'assureur, on ne peut pas les connaître. On ne peut pas les analyser, sauf à investir. Pour un grand groupe, c'est au moins 3 à 6 mois d'audit pour comprendre ce qui pourrait se passer. Pour une ETI, ce serait un minimum de 2 semaines d'audit pour comprendre. Je veux dire, vu la taille des primes, on n'a pas les moyens de financer ces audits-là, donc on ne le fera pas. C'est pour ça que c'est le travail du risk manager, effectivement, d'évaluer son risque et de le gérer et d'essayer de le contenir au maximum. Et l'automatisation de cette étude, comme on peut le voir aux États-Unis, au travers d'outils, que ce soit des EDR ou des scans automatisés, afin de pouvoir avoir une vision un peu plus précise du risque. Alors soit vous avez les scans autorisés, mais qui vont vous permettre juste d'avoir une vision sur le périmètre. Nous, on le fait sur certains trucs qui sont un certain nombre de ports, on en vérifie 4, savoir s'ils sont ouverts ou fermés, c'est tout. Mais ça vous dit juste si les portes sont ouvertes ou pas ouvertes, mais ça vous dit pas ce qu'il y a derrière la porte. Si vous avez une porte qui est ouverte et que derrière il y a une pièce vide qui est déconnectée du reste de l'entreprise, ça n'a aucun impact. Par contre, si vous avez une porte qui est entrouverte, mais que derrière vous avez accès à tout le reste de l'entreprise, l'impact est totalement différent. Donc ce scan vu de l'extérieur, ça présente un intérêt pour l'entreprise pour se situer, et puis c'est des informations qui sont bonnes à savoir, là on a des portes qui sont ouvertes, mais en tant qu'assureur, nous on les utilise comme critères d'assurabilité ou de non-assurabilité. On les utilise pas comme critères de souscription ou de tarification.
Donc ces scans ne servent pas tellement. Après, aller plus loin avec des EDR, en regardant effectivement les remontées d'informations, il faudrait poser la question, est-ce qu'il existe aujourd'hui dans le monde une entreprise qui serait prête à transmettre ses données à son assureur ? Alors, en France, je ne sais pas. Alors, on sait avec Hubert que ça se fait à l'étranger, pas aux États-Unis. En peut-être Australie pas, aussi. Ouais, c'est peut-être pas Moi, la majorité, mais effectivement, je veux dire, là, on va toucher aux limites et, de ce qui est acceptable ou pas. Lorsque vous assurez un entrepôt, vos préventionnistes visitent l'entrepôt. Mais on fait nos réunions de souscription, on a nos questionnaires. Parce qu'on ne peut pas les visiter physiquement. Mais on pose nos questions. Mais justement, c'est là le problème, on pose trop de questions. Non. C'était un problème. Des questions qui ne servent à rien après, c'est ça. Belle conclusion. Pré-conclusion. Écoutez, je pense qu'on peut conclure là-dessus. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour avoir suivi ces débats. C'était très intéressant. J'espère que vous apprécierez cette émission et qu'on aura l'occasion d'en refaire peut-être dans 6 mois, dans 1 an. Merci beaucoup de nous avoir suivis et puis à bientôt avec CNC Expertise, votre partenaire cyber.